Bonjour, je m'appelle Elisabeth Rosset, je suis psychologue clinicienne et je travaille dans le domaine des addictions. Plus précisément, notamment, j'ai développé en fait une expertise par rapport à la question des addictions sans produit et notamment l'addiction aux jeux vidéo. Et je pense que c'est pour cette raison qu'on m'a contactée à propos de cette conférence. Alors, Voilà. juste une petite précision, quand vous parlez d'addiction sans produit, à quoi est-ce que ça va faire référence? Alors, les addictions sans produit ou les addictions comportementales ont commencé à être décrites dans la littérature seulement à partir des années 2000, quelque part, fin des années 90, début des années 2000. Les addictions comportementales, c'est par exemple les problématiques liées aux jeux de hasard et d'argent. Mais sous cette notion d'addiction sans produit, on retrouve cette notion plus générale qui est l'addiction. L'addiction, c'est le fait d'adopter un comportement de consommation de substances, par exemple, qui peut être aussi un comportement de jeu, ou le sport, ou le travail peuvent aussi devenir des objets d'addiction, et de ne pas réussir à s'arrêter dans ce comportement, de toujours être obligé de répéter ce comportement pour en tirer sans doute un certain plaisir et soulager un malaise intérieur, et d'en perdre le contrôle. D'accord. Voilà, c'est ça une addiction. C'est une perte de contrôle sur un comportement au départ adopté parce qu'il nous faisait plaisir ou nous apportait des choses sympathiques. D'accord. Alors nous, sur la thématique qui va nous intéresser aujourd'hui plus particulièrement, on cherchait, à décortiquer un peu, l'addiction, aux écrans. Comment donc cette addiction aux écrans, comment la prévenir et comment la vaincre? À quel moment est-ce qu'on peut, parler d'addiction, disons au numérique aujourd'hui? Alors, d'emblée, j'ai envie de vous enlever l'usage de ces termes. Il n'existe pas d'addiction aux écrans, ni d'addiction au numérique. Ça, c'est un usage un peu galvaudé de ce terme addiction qui a une certaine popularité actuellement. Mais l'addiction, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on aurait tout intérêt à parler concernant le numérique et les écrans plutôt, à parler d'usage. Déjà, commençons par parler en termes d'usage. Il y a différents types d'usage avec tous ces écrans qui se sont multipliés aussi. Et c'est bien ça qui fait qu'on se questionne aujourd'hui sur ces usages et peut-être ces addictions. Mais il n'y a pas d'usage au numérique, il n'y a pas d'addiction au numérique, pardon, ni d'addiction aux écrans pour l'instant qui existent en fait. Ce que l'on constate dans les centres de soins, d'accompagnement et de prévention des addictions, donc, qui sont les centres où on accompagne des personnes qui souffrent d'addiction, c'est des personnes qui se présentent et qui disent avoir, par exemple, on en parlait à l'instant, une problématique liée aux jeux de hasard et d'argent, mais que celle-ci se déroule essentiellement à travers Internet. Ça, c'est une première situation où on a effectivement une addiction qui est en lien avec les écrans, mais c'est surtout une addiction aux jeux de hasard et d'argent. La nouveauté qu'on a vue apparaître au début des années 2000, liée aux écrans et qui n'existait pas par ailleurs, parce que la question des jeux de hasard et d'argent est vieille comme le monde, c'est la question des jeux vidéo. À partir du début des années 2000, on a eu des personnes rares, mais quand même, qui se présentaient en expliquant qu'ils étaient aux prises avec un jeu qui n'était pas un jeu de hasard et d'argent, un jeu vidéo, duquel ils n'arrivaient plus à se détacher, plus à se séparer, et qui avait envahi toute leur existence. À ce moment-là, on a commencé à s'interroger sur l'éventuelle existence d'une addiction aux jeux vidéo, précisément. Et finalement, d'ailleurs, l'OMS a conclu il y a 2 ans, il me semble, sur l'existence d'un trouble en lien, un trouble addictif en lien avec l'usage des jeux vidéo. Donc, dans les questions d'écran, principalement, et d'usage problématique d'écran, oui, il existe quelques formes d'addiction, les jeux de hasard et d'argent, les jeux vidéo en ligne et certains types de jeux vidéo, ça ne concerne pas tous les jeux vidéo, et
un autre phénomène qu'on a vu émerger dans la suite d'ailleurs des questions de jeux vidéo, c'est la question des sites pornographiques. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui passent beaucoup de temps à regarder différents types de vidéos pornographiques. Et c'est pareil, le fait que ça se passe avec Internet et ces écrans fait que ils ont un accès indéfini et infini à ce type de production et qui s'y enferment plus ou moins longtemps et malheureusement avec des conséquences sur le reste de leur existence. Là aussi, ça peut prendre des proportions importantes. Voilà les 3 entités actuellement où on a reçu des personnes qui étaient en souffrance avec ces comportements et qui nous demandaient de l'aide à nous, centres de soins spécialisés dans la prise en charge de ces problématiques. Addiction numérique, donc ça n'existe pas. Addiction aux écrans, ça n'existe pas. De même que l'addiction, c'est une affaire d'adultes. Ce n'est pas une affaire d'enfants. Les enfants ont des usages problématiques d'écran, sans doute. Ils en abusent à certains moments de leur existence, mais ils ne sont pas des addicts. D'accord. Parce que l'addiction, c'est une affaire d'adultes. Hein. C'est une pathologie qui concerne un sujet, non pas en devenir, mais un sujet devenu, c'est-à-dire un adulte. Alors, si on parle justement des enfants, est-ce qu'on peut identifier ce qui va créer cette… Alors, si on ne parle pas d'addiction, est-ce qu'on peut parler peut-être de dépendance ou en tout cas d'un usage presque indispensable de cet écran? Qu'est-ce qui vient justifier ça, en fait? Et d'où vient ce besoin? Des parents. D'accord. Est-ce que vous pouvez développer un peu? En fait, les enfants aujourd'hui, ils naissent dans une société où il y a énormément d'écrans partout, quoi. Leurs propres parents sont eux-mêmes, si vous voulez utiliser ce terme, dépendants des écrans, sachant que la dépendance est inhérente à la vie humaine. Hein. Si on est dépendant les uns des autres, de son travail, de son chien, de son sport, de sa voiture, etc., etc., etc. Et ça ne pose pas plus de soucis. Le problème, c'est quand il y a une de ces dépendances qui va prendre le dessus sur toutes les autres. Mais généralement, la plupart d'entre nous, on passe d'une dépendance à l'autre. Toute notre journée est composée du passage d'une dépendance à l'autre. Qu'est-ce qui fait que les enfants aujourd'hui, on en parle particulièrement et on s'inquiète particulièrement de leurs usages d'écran? Le premier des éléments, c'est sans doute qu'effectivement, ils ont été exposés, peut-être surexposés aux écrans. Mais ils n'ont pas choisi. Hein. Au départ, souvent, c'est leur entourage qui choisit pour eux. Hein. C'est le propre de l'enfance, d'ailleurs. Donc, d'être dépendant de son parent, d'ailleurs. Donc, les enfants, ils ont été exposés aux écrans. Or, ces écrans, ils ont des effets. Ils ont des effets positifs et des effets négatifs. Et notamment, on le sait aujourd'hui, c'est que sur les plus jeunes enfants, c'est-à-dire les enfants de moins de 3 ans, on déconseille toute exposition aux écrans parce qu'on sait que cette exposition aux écrans va entraver le développement psychomoteur ordinaire, on va dire. C'est-à-dire qu'un enfant qui passe plus de temps devant un écran, il va passer moins de temps à manipuler des objets des objets qui lui permettent de se construire et de grandir. C'est surtout de cette manière-là. Et comme les écrans sont très attractifs, hein, c'était Bernard Stiegler qui disait que c'était des technologies de captation de l'attention, les écrans. C'est-à-dire que quand on est face à un écran, eh bien, il y a comme un effet d'hypnose, on a envie de regarder ce qui se passe dans cet écran. Et puis évidemment, les programmes destinés aux enfants sont très colorés, très rythmés, et ils donnent plus envie de rester devant l'écran que d'aller faire ses devoirs ou d'aller faire du sport, tout simplement, des activités existantes par ailleurs. Donc, ça, c'est la question de la surexposition aux écrans des plus jeunes enfants. Et il y avait une médecin pédiatre, je crois, de région parisienne, qui avait alerté il y a quelque temps déjà de ça, par des vidéos éloquentes, hein, des dangers de ces écrans pour les plus jeunes enfants et donc dans la construction
de tout individu. Voilà. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que quand l'enfant est un petit peu plus âgé, on va en tant qu'adulte, avoir recours parfois aux écrans aussi, un peu comme des babysitters, hein, c'est un recours qu'on a tous, parce que il y a un moment donné, quand on se retrouve en tant que parent à devoir faire la cuisine, on préfère que l'enfant soit comment dire, régulé par cet écran. On sait qu'il ne va pas bouger, qu'il n'y aura pas de catastrophe, qu'il n'y aura pas de cris, pas de larmes. Et on a une tendance à utiliser un peu ces écrans comme des babysitters, quoi. Voilà, et petit à petit, ces écrans, ils prennent de la place, ils ont beaucoup de bénéfices immédiats pour les enfants, et parfois, ils peuvent prendre trop de place au goût des parents, hein. Et généralement, c'est plutôt à l'adolescence que ces questions de gestion des écrans se posent. Plus jeunes, les parents parlent de situations qui leur posent question, mais généralement, ils arrivent quand même à réguler. Maintenant, ça s'arrête, ça s'arrête, et puis on éteint la télé, on éteint l'ordinateur. C'est un peu plus tard, à l'adolescence, où c'est plus difficile d'intervenir de cette manière auprès de ces enfants, que ça peut poser problème en termes de régulation. Une des questions justement que je voulais vous poser, c'était lié à cette régulation des écrans. Donc à votre discours, effectivement, on comprend bien que tout vient de ce que le parent peut autoriser ou non à son enfant dès le départ. Mais une fois que cette habitude, cet usage est pris, quels seraient les conseils que l'on pourrait donner pour arriver à réguler justement, à limiter un peu cette exposition, peut-être à contrôler la navigation sur Internet aussi? Quels seraient les bons usages pour arriver à une situation saine? Alors, déjà informer les parents sans les culpabiliser, parce que mon discours-là ne cherche pas à culpabiliser. Je suis parent moi-même, évidemment que j'utilise des écrans avec mes enfants. Enfin, on ne peut pas non plus éviter cette technologie qui a beaucoup d'avenir. Et voilà. Maintenant, comme vous disiez, le terme plus juste, c'est réguler. Réguler, c'est donc commencer par informer les parents qu'effectivement, il y a des moments auxquels on peut présenter les écrans ou pas. Il y a cette fameuse règle des 3, 6, 9, 12, c'est-à-dire pas d'écran avant 3 ans ou le moins possible. Pas de console portable pour l'enfant avant l'âge de 6 ans. 9 ans, pas d'Internet avant 9 ans. Et enfin, et un Internet accompagné jusqu'à l'entrée au collège. Et à partir du moment, il y a Internet seul, mais avec une certaine vigilance des parents. Ça, c'est une règle qui a été proposée et relayée par l'Association française de pédiatrie ambulatoire et qui reste tout à fait d'actualité. Donc, déjà, avoir des points de repère. Moi, je dirais qu'il y a une autre chose à proposer en termes de conseils, c'est proposer et apprendre aux enfants à sortir des écrans. Parce que la difficulté, ce n'est pas de rentrer dans un écran, la difficulté, c'est d'en sortir. Et pour ça, c'est leur faire des pauses. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne pas trop mal. C'est-à-dire qu'au bout d'une demi-heure d'écran, pour un jeune enfant, il faut lui proposer une pause. Alors, une pause, que ce soit le goûter ou sortir, ou, voilà, faire que ces temps d'exposition soient limités et qu'on se démontre à soi-même qu'on est capable de sortir d'un écran, que c'est pas si pénible que ça et que on n'y perd rien. Voilà. Donc le fait de faire des pauses est aussi un élément, je crois, pratiquement parlant, intéressant pour travailler sur cette régulation des écrans dès le plus jeune âge. Par la suite, c'est-à-dire surtout à l'adolescence, c'est là où il va y avoir un usage parfois très excessif des écrans. C'est souvent entre l'âge de 13-15 ans, là où les parents rapportent des usages très excessifs des écrans. C'est aussi un moment particulier dans le développement d'individus, parce que là, on en est à la puberté. C'est un moment où on a les hormones au plafond, où ça pulse un peu dans tous les sens. Finalement, sans doute, cet usage très excessif, très effervescent d'Internet, il est un petit peu en écho avec ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est difficile d'arriver à cet âge-là parce qu'on n'a pas les moyens.
Donc en fait, le vraiment, moment. la dépendance, elle arrive plutôt à l'âge adolescent, en fait. Alors, la dépendance aux Enfin, écrans, disons la difficulté non, de sortir de l'intérêt. cet usage. Voilà. Alors, il va plutôt se présenter à l'adolescence si, bien sûr, dans l'enfance, on a régulé ce rapport aux écrans. Parce que D'accord. voilà, une fois de plus, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un apprentissage comme on a appris, par exemple, le sucre aux enfants. Maintenant, on sait bien qu'il ne faut pas donner des bons becs tous les jours aux enfants parce que trop de sucre, ça ne les aide pas. Il en faut un peu, mais à quel moment je le donne et de quelle manière, avec quelle fréquence. C'est pareil que le sucre, c'est pareil qu'à peu près tout dans l'existence. C'est-à-dire qu'il faut commencer tôt avec ces questions des écrans parce qu'ils sont là avant la naissance même de vos enfants. Et il faut, dès le début, ne pas se faire médiateur, en fait, entre cet objet et l'enfant. Ça, c'est très important. Effectivement, généralement, à l'adolescence, les enfants ont plus de liberté, c'est heureux, et parce qu'ils ont plus de capacités aussi, plus de compétences qui se mettent en place, ils ont plus d'autonomie, et donc ils en profitent pour passer un peu plus de temps sur ces écrans, je le disais tout à l'heure. C'est un peu difficile de réguler dans ce moment-là. L'important, c'est de garder de bons liens sur d'autres sujets, justement, que les écrans avec ses enfants, dans ces moments-là, je pense, sans chercher trop à comment dire, à contrôler, en fait, cet usage d'écran. On peut essayer, par exemple, de réguler chez les adolescents plus autour de l'heure du coucher. Ça, c'est des éléments sur lesquels il faut plus discuter, je dirais, que savoir le temps que tu passes sur ton écran. Ça, pour l'enfant, ça va être intrusif comme question, alors que la question du coucher, c'est légitime qu'on se la partage. La question, les questions autour des difficultés de se réveiller, les questions de l'alimentation sont plus, quelque part, entre 13 et 15 ans, plus légitimes à partager que souvent la question du temps passé sur les écrans. Parce que vous allez essayer de mettre un cadre qui vont de toute façon réussir à transgresser, mais ça c'est intéressant de toute façon, il faut le faire si on pense que c'est comme ça qu'on doit avancer, mais il faut aussi accepter qu'il y ait une transgression et pouvoir en reparler après. Donc généralement vers 15-16 ans, c'est-à-dire avec l'entrée au lycée, qui correspond aussi à l'ouverture aux perspectives temporelles, c'est-à-dire que arrivé au lycée, on arrive à comprendre que si on passe 12 heures par jour sur un écran, on a beaucoup moins de temps à passer avec ses copains en vrai et qu'il y a sans doute d'autres choses intéressantes à faire dans l'existence que d'être derrière son écran. Voilà. Et généralement, donc, ça se régule. La plupart des jeunes gens vont réguler du coup leur exposition aux écrans parce que ils font ce calcul. Non, mais si je passe tant d'heures sur l'écran, je ne pourrais plus passer autant d'heures. Je ne pourrais plus passer autant d'heures avec mes copains et ça ne me va pas. Donc là, oui, pardon. Là, on parle quand même d'un cas où on arrive à réguler cet accès, cet usage de l'écran, de la télévision, de tout ce à quoi on peut avoir accès. Mais comment ça se passe dans le cadre où on va développer plus une addiction, donc comme vous le disiez, aux jeux vidéo ou peut-être à la télévision aussi? Alors, l'addiction à la télévision, ça n'existe pas. Ça n'existe pas non plus. Non, ça n'existe pas. C'est-à-dire, scientifiquement, ce n'est pas démontré. Et voilà. Alors, si on parle du cas du jeu vidéo, qui est un cas que vous connaissez bien, en fait, qu'est-ce qui va créer une dépendance aux jeux vidéo? Alors, c'est souvent les déterminants en fait à s'engager dans une conduite addictive, ils sont plus à chercher du côté de la personnalité, c'est plus du côté de la personne en elle-même que du côté de. C'est ça qui va déterminer si mon rapport aux jeux vidéo évolue vers quelque chose de l'ordre de la régulation ou de l'ordre de l'addiction. Voilà. Et des moments de vie que j'ai à traverser, des épreuves qui me sont imposées par l'existence. Voilà, c'est plus dans cette complexité-là aussi, d'ailleurs, puisqu'il y avait
le professeur Claude Olivenstein, hein, qui il y a très longtemps a donné cette définition de la personne toxicomane, mais ce qui vaut aussi dans notre réflexion là, des joueurs de jeux vidéo, c'est-à-dire que une personne toxicomane, c'est la rencontre d'un produit, donc ici le produit, ça serait les jeux vidéo, d'une personnalité, la personnalité de l'individu concerné, et dans un moment socio-culturel. Le moment socio-culturel que nous traversons actuellement, c'est quand même toute cette transition numérique où on a vu qui a été hyper rapide dans l'installation. En moins de 15 ans, on est tous équipés de smartphones. Enfin, une énorme partie de la population est équipée de smartphones. C'est celui-là l'écran le plus proche de nous, finalement, c'est celui du smartphone. Il a fallu 40 ans pour que les foyers soient équipés de radio. Hein, vous donner une idée un peu de à quelle vitesse on a adopté et massivement cette technologie. Donc c'est un moment culturel un peu particulier. Donc, cette définition, elle rend bien compte de la complexité. C'est pas n'importe qui va devenir effectivement addict. Il va y avoir un certain nombre du temps et un certain nombre de paramètres particuliers qui font que la personne s'engage dans cet usage addictif d'un comportement, par exemple, le jeu vidéo. D'accord. Alors, on parle de moments aussi propices finalement à un usage exacerbé de ces écrans-là. On n'a pas du tout parlé des réseaux sociaux et du contexte actuel, notamment. Est-ce que cette période de confinement et est-ce que l'hyperconnexion aujourd'hui aux réseaux sociaux est un terrain favorable à développer un usage excessif, en tout cas des écrans? Le confinement, c'est évident que c'est un moment où effectivement peuvent se mettre en place des habitudes d'usage excessif de tous ces supports. Hein. On est isolés les uns des autres, on a surtout ces écrans pour communiquer, donc forcément on peut prendre des habitudes particulières dans ce moment-là. Est-ce que ça va déboucher sur des cohortes de personnes qui souffrent d'addiction? Sans doute pas. Sans doute que ça sera plus une petite minorité qui perdurera dans le comportement une fois que les choses, on sera sorti de cette période particulière du confinement, je le répète. Donc voilà, je pense que chacun va ensuite, petit à petit, reprendre d'autres habitudes par rapport à ces écrans. La question des réseaux sociaux, elle est autre en fait. Elle n'est pas du côté de l'addiction. La question des réseaux sociaux, elle pose la question de la construction de soi en dehors des relations, on va dire, en chair et en os en fait. Hein. Cette construction de soi. Alors les réseaux sociaux, ils sont très investis par les adolescents, notamment parce qu'à l'adolescence, on aime beaucoup se comparer. Et que les réseaux sociaux, ils permettent cette comparaison sans trop de risques. Ils permettent aussi de tâtonner, d'essayer. Voilà, et en ça, ils aident certainement beaucoup d'adolescents aujourd'hui à se construire et à mieux savoir qui ils sont et ce qu'ils souhaiteraient être. Maintenant, le problème qu'ils posent, c'est cette permanence, en fait, c'est cette possibilité, cette permanence de ces réseaux. Je pense, enfin voilà, c'est-à-dire qu'on peut les saisir à tout moment, donc ça peut devenir quelque chose d'assez envahissant. Et bien sûr, là, les réseaux sociaux, ils posent aussi le problème comment dire, du cyberharcèlement, surtout, hein, de ces notions de qu'est-ce qu'on peut faire vivre à quelqu'un, puisque ce sont maintenant des lieux aussi où on se construit. Qu'est-ce qu'on peut faire vivre de désagréable à quelqu'un au travers de ces réseaux sociaux, hein.
Mais ce n'est pas la question de l'addiction là, qui est au premier plan dans la question des réseaux sociaux, même si c'est Donc, très pour présent. rebondir juste sur votre explication, est-ce qu'on peut dire qu'à un moment donné, on s'affranchit très naturellement des réseaux sociaux quand on a trouvé un certain équilibre dans sa construction personnelle et dans, la façon d'aborder sa propre personnalité? Est-ce que naturellement, on s'en détache? Voilà, je crois que oui, c'est ça. J'aimais bien cette notion que vous apportiez de s'affranchir finalement de ces objets-là au moment où on sent un peu plus dans ses baskets à soi, en fait, un peu plus positionné aussi dans des activités reconnues, gratifiantes. Voilà. Tant qu'on est dans cette espèce de no man's land adolescent qui malheureusement s'étire, enfin malheureusement, il se trouve que ça s'étire comme ça en termes de S'étire temporalité. en termes d'âge, c'est-à-dire que les jeunes adultes sont aussi un public très largement touché par cette question des réseaux sociaux. Oui. Donc en fait, ce que vous voulez dire à travers ça, c'est que l'étape de construction de la personnalité aujourd'hui prend beaucoup plus de temps que ce qu'elle n'était il y a 20-30 ans, en fait, c'est ça? Oui, même s'il y a 20-30 ans, on observait déjà cet étirement en fait de cette temporalité adolescente. On l'observait déjà au travers d'autres phénomènes, et d'ailleurs à l'époque, c'était plus la musique qui était l'objet culturel adolescent. Aujourd'hui, c'est nettement plus les jeux vidéo et les écrans, mais à l'époque, c'était plus la musique, c'était plus le cinéma aussi a pu être cet objet-là. Culturel voilà, la bande dessinée, qui caractérisait un peu ce moment-là. Voilà, donc aujourd'hui, effectivement, c'est une période qui s'allonge. Cet allongement, il est décrit depuis très longtemps. Et c'est vrai que dans ce moment donc un peu no man's land, je disais un peu le cul entre deux chaises. Je ne suis pas encore un adulte, mais je ne suis plus un enfant. Et donc, voilà, ces outils-là, finalement, ils vont participer à la fois de la construction de cette identité qui est en cours, et en même temps, ça peut parfois devenir une forme de refuge. C'est ce qui se passe avec ces questions de jeux vidéo, où si j'arrive pas à trouver ma place dans ce monde, je peux peut-être rester dans ce monde des numériques des jeux vidéo. Et là, à ce moment-là, la pratique des jeux vidéo prend une valeur de refuge plus que une valeur d'amusement, et ça devient un lieu stérile, en fait. Voilà. Et ça ne permet plus cette construction justement de l'identité, d'avancer, etc., de savoir, enfin, voilà, se construire. Ça a tendance dans ces moments-là à enfermer. Il s'agit bien plus donc d'une question d'usage que lui-même, enfin, que l'individu a lui-même avec un jeu, voilà, c'est le glissement de la fonction du jeu dans la vie de l'individu qui va plus définir si on est face à une addiction ou pas. D'accord. Alors, juste dernière petite question par rapport à cet usage du virtuel et de l'écran aujourd'hui. Dans le cadre du travail aussi, le virtuel prend une place quand même considérable. Quel sera le risque qu'on peut avoir pour la vie professionnelle, personnelle? Quel rapport est-ce qu'on peut faire entre l'addiction aux écrans, enfin, ou la dépendance à ce virtuel et la vie professionnelle, et quels en sont les dangers? Alors ça, c'est déjà ressenti, je crois, dans beaucoup d'entreprises, par de nombreux salariés. C'est-à-dire que il n'y a plus de limite claire entre le temps du travail et le temps pour soi. Puisque finalement, moi, je peux répondre à mes mails de boulot en dehors de mon temps de travail. Je peux aussi, durant mon temps de travail, aller me chercher un billet de train ou je ne sais quoi, qui est plus personnel. Il y a une porosité en fait importante entre des domaines qui étaient autrefois très distingués. Il y avait même des sas entre le monde du travail et la famille. Chez les ouvriers, par exemple, on passait au café, c'était une manière de faire sas avant de rentrer
dans la famille et on laissait bien les choses chacune d'un côté. Alors, aujourd'hui, avec Internet, en fait, on peut être tout le temps au travail et en même temps tout le temps dans ses propres activités à soi. Et c'est cette interpénétration qui déstabilise, qui peuvent déstabiliser le rapport au travail que certaines personnes ont. Notamment, par exemple, j'avais eu cet exemple parce que autrefois j'habitais à Paris et en travaillant avec un institut de sondage célèbre où en fait il y avait une espèce de compétition qui pouvait s'installer entre les uns et les autres quand à 11h du soir un des chefs lançait une question en disant bon alors qui peut me répondre à cette question, voilà. Et là à ce moment-là ceux qui étaient connectés se mettaient à réfléchir à la question et c'était une espèce de compétition comme ça et puis le lendemain matin ceux qui n'avaient rien vu de ce type d'échange de mails étaient un peu exclus finalement d'une certaine réflexion et ça. Et bon voilà, c'était typiquement ce type d'exemple, c'est-à-dire est-ce qu'on a le droit d'être absent, hein, ce fameux droit à la déconnexion, le droit de ne plus, de ne plus être connecté, de ne plus être informé de ce qui se passe. Et dans le travail, évidemment, ça pose des soucis. Et généralement, quand même, dans les lieux où il y a des soucis qui se cristallisent autour de ces usages d'écran qui débordent, et notamment dans la vie personnelle, et bien souvent on se rend compte qu'il y a d'autres difficultés dans l'organisation du travail lui-même. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, une fois de plus d'ailleurs, l'usage d'Internet vient catalyser des problématiques existantes par ailleurs, plus que de les créer. Cette hyperconnexion professionnelle, finalement, elle est un peu à corréler avec cette espèce de culte du présentéisme qu'on peut retrouver dans certaines entreprises. Oui, 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 oui. Et puis de la compétition aussi entre les salariés, quoi. Qui va avoir la bonne réponse, bien se faire voir, etc. Mais c'est des choses, voilà, une fois de plus, c'est rien de nouveau sous le soleil, ça existait déjà auparavant, sauf que là, c'est catalysé en quelque sorte par ce qu'offre Internet, c'est-à-dire cette possibilité d'accéder 24 heures sur 24 à des réseaux, à des informations, d'échanger, de communiquer, tout ça en n'étant pas dans la même pièce, avec en plus la vidéo, enfin voilà, voilà. Il faut plus voir, je crois, Internet comme un catalyseur d'un certain nombre de comportements. C'est pour ça qu'on parle plus, maintenant, à une époque, on parlait en termes de révolution cybernétique par rapport à tous ces changements liés à Internet. Aujourd'hui, on parle plus de transition numérique, parce que finalement, on fait les mêmes activités qu'auparavant, mais médiées par cet outil de communication particulier qui est Internet et les écrans. D'accord. Ok. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions-là. Pour clôturer un petit peu cet échange, si vous aviez 3 recommandations, 3 points de prévention essentiels liés à cet usage des écrans, quels seraient-ils? Sur quoi faudrait-il faire attention quant à cet usage? Le premier point, c'est faire attention aux plus jeunes et ne pas s'exclure en tant que parent parce qu'on ne se sent pas aussi familier que les plus jeunes, ne pas s'exclure de cette relation, de ce rapport entre l'enfant et la machine, Internet, surtout pas. Voilà, rester les médiateurs principaux de notre enfant, entre notre enfant et l'environnement. Ça serait le premier point. Le deuxième, ça serait de ne pas cristalliser les difficultés autour de l'objet lui-même et essayer d'ouvrir plus, en fait. C'est-à-dire que cette question de l'addiction, c'est pour ça que j'ai commencé par là en disant qu'il n'y a pas d'addiction aux écrans. L'addiction, ça cristallise quelque chose.
Si vous dites à votre enfant, mais t'es addict, eh bien, tout de suite, ça va être plutôt vécu comme quelque chose de péjoratif et ça va fermer le dialogue. Donc, l'addiction, c'est une affaire d'adulte. Votre enfant, il est sans doute pas addict, il est sans doute en train peut-être de prendre des habitudes avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Mais ça peut se reparler et ça peut se rediscuter, se réguler. Tout de suite, aller vers la pathologisation, ça rend service à personne et ça ne fait pas avancer votre situation vers ce que vous souhaitez faire. Voilà, donc favoriser. Donc, c'est-à-dire ne pas en faire une maladie, en fait. Voilà. Ne pas faire d'un usage excessif une maladie. C'est ça, exactement. Okay. C'est des nouveaux objets, c'est normal qu'on soit tous à fond dessus. D'ailleurs, il faut commencer par les adultes. Hein. Donc, c'est pas la peine de stigmatiser en fait des enfants parce qu'ils sont en train de développer des habitudes et des comportements dans lesquels nous on se reconnaît moins. Il vaut mieux essayer d'accompagner, d'essayer de comprendre. D'ailleurs, si on est force de proposition d'autres activités auprès de nos enfants, généralement, ils vont décrocher l'écran. Ça n'a pas plus de soucis que ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de faire ça. Et il ne faut pas non plus mettre trop de pression à soi dans ce qu'on peut faire. Donc, finalement, ne pas s'affoler. Ne pas s'affoler quand il y a un usage jugé excessif. Ne pas s'affoler quand il y a un usage jugé excessif. Peut-être plutôt y réfléchir et se demander si le week-end prochain, on lui laissera autant la console ou est-ce qu'on va essayer d'organiser des choses pour faire autrement, hein, proposer d'autres activités, plutôt que de tout de suite partir bille en tête en se disant ça y est, il est addict, etc. La stigmatisation dans notre domaine ne nous aide absolument pas. Ça dessert même complètement l'objectif poursuivi. Et qu'est-ce que je pourrais dire en troisième point, parce que j'ai été déjà un peu longue, que néanmoins, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient sur ce domaine des écrans, des addictions en général, il faut consulter. Qu'il existe partout en France donc des centres de soins d'accompagnement et de prévention des addictions qui reçoivent en consultation toute personne qui a des questions. Voilà. Donc, il faut surtout dans ces types de problématiques, si on est inquiet, si on a une question, il ne faut pas hésiter à aller voir un professionnel pour poser un peu la situation avec un professionnel. Ils sont là à votre écoute pour ça. Voilà. D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup. Ça nous a bien éclairé, en tout cas, quant aux abus de langage qu'on peut faire sur ces addictions et sur cet usage des écrans. Écoutez, je vais m'occuper de transmettre cet enregistrement à notre graphiste pour qu'il puisse le monter. Puis je vous l'enverrai pour que vous puissiez en avoir une copie et l'utiliser, auquel cas, si vous en avez besoin. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous pour votre disponibilité. C'était très intéressant. J'ai appris plein de choses moi aussi. Mais tant mieux, parce que je pense que oui, on a un manque d'informations sur ces domaines. On a une manière toujours, les êtres humains, comment dire, de se mettre à réfléchir, parce qu'il faut savoir que dès qu'Internet est apparu, évidemment, il y a eu cette question de l'addiction, et je crois qu'elle a beaucoup bouché le paysage, simplement aux notions d'usage et de se questionner soi-même sur comment j'utilise cet écran, à quelle heure, voilà. Ça nous a empêchés de penser. C'est pour ça qu'il faut absolument se débarrasser de ce terme et repartir sur l'expérience de chacun dans ce domaine. Parce que pour le coup, on a tous une expérience avec les écrans, on a tous perdu du temps sur des écrans, mais essayer de se questionner autrement et débarrasser cette notion d'usage. Super. Voilà.